Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Salut les motards! Ceci est le nouvel animal totem de Honda, le Beluga. Alors ce petit sobriquet que je donne à cette nouvelle NT 1100, c'est parce que ces nouvelles lignes me rappellent donc cet animal que je viens de vous citer, mais c'est aussi à cause de la fluidité donc, de son dessin, la fluidité du fonctionnement de la boîte DCT qui équipe cette NT 1100 et également la fluidité des évolutions générales de cette moto. Mais sans oublier une petite pointe de caractère, une petite pointe de fun qui caractérise aussi l'animal, le Beluga. Bref, on va parler un petit peu plus sérieusement avec donc une moto qui évolue assez profondément en termes de style, donc sur la face avant avec des nouveaux feux qui intègrent les clignotants dans son éclairage à LED supérieur, avec un travail apporté sur les flancs qui est assez sensible. On a de nouveaux éléments qui viennent un petit peu contraster sur l'habillage assez imposant de cette NT 1100. Et puis aussi fluidité apportée aux éléments de la coque arrière. Alors c'est un peu discret, mais effectivement ça apporte encore une fois un ensemble assez harmonieux à cette machine. Notez également le dessin des valises, que je trouve particulièrement réussi. On a des éléments un peu en biseau sur l'arrière, mais ici aussi devant, donc on ne perd pas en volume. Au contraire, on gagne 4 litres par valise, 36 à gauche, 37 à droite, pour une capacité totale de 73 litres. Les deux valises logent chacun un casque intégral, ça c'est important, c'est une nouveauté. Pour donner plus de capacité d'emport à la valise de droite, Honda a d'ailleurs abaissé le joli silencieux de sa NT 1100. Également, les déflecteurs ont été retravaillés et point très important, la nouvelle bulle qui est un peu plus compacte, qui débat toujours sur 167 mm au moyen d'un tout nouveau réglage, une nouvelle petite poignée, on déclipse et on monte sur 5 crans. Voilà. Je vous montre le fonctionnement plusieurs fois parce que vous voyez, au tout dernier cran, la bulle devient assez verticale, ce qui apporte vraiment une très grande déflexion. En fait, il faut tirer un élément sur le côté gauche pour pouvoir la faire monter ou descendre. C'est relativement simple. Une commande centrale aurait peut-être été plus ergonomique encore, mais l'ensemble fonctionne plutôt correctement. La machine repose toujours sur son cadre-poutre acier, simple berceau dédoublé, avec une boucle arrière en aluminium. Il vient toujours prendre à fonction porteuse le twin parallèle de 1084 cm3, calé à 270 degrés, avec son unicam, mais le moteur reçoit une légère évolution. S'il dégage toujours 102 chevaux à 7500 tours, cette puissance est disponible de façon supérieure sur une plus large plage de régime. Et ça, c'est assez sensible. Le couple également s'accroît de 8 Nm en passant à 112 Nm à 5500 tours, soit 750 tours de moins qu'avant. Donc plus de disponibilité et on le verra, cette mécanique s'exprime d'autant plus facilement sur ce nouveau millésime. Ce moteur s'associe dans cette version à une boîte double embrayage DCT qui a été remaniée comme sur l'Africa Twin pour pouvoir délivrer plus d'agréments à bas régime et notamment au démarrage. Toujours plus électronique sur ce véhicule avec l'adoption d'une centrale inertielle à 3 axes 6 directions qui va commander les 3 modes moteurs, Urban, Tour et Rain dont dispose cette NT 1100, mais aussi 2 modes user avec des assistances de contrôle de traction, le HSTC, mais aussi le contrôle du frein moteur, de la façon dont la puissance est délivrée et également des suspensions électroniques qui équipent notre version. Les 3 profils de pilotage prédéterminés ont donc chacun leur réglage global de ces différentes assistances et suspensions. Les 2 modes paramétrables permettent de rentrer plus finement dans les modes de suspension notamment, en agissant à la fois sur la précharge mais aussi sur l'hydraulique. Et ça aussi, c'est relativement sensible. La géométrie de cette NT 1100 ne change pas, on retrouve toujours un angle de colonne de 26,5 degrés, une chasse de 108 mm et un empattement de 1435 mm, des valeurs qui apportent toujours beaucoup de dynamisme et de facilité de prise en main à cette machine, et ça on le verra en dynamique. Électronique donc, qui va gérer la fourche inversée de 43 mm Showa et également l'amortisseur sur 150 mm l'un comme l'autre. Pour stopper sa machine, Honda la dote de 2 étriers à 4 pistons Nissin qui vient passer les 10 de 310 mm. À l'arrière, c'est un élément de 256 mm et un étrier simple piston. Évidemment, l'ABS est aussi régulé sur l'angle via la centrale inertielle. On retrouve des jantes de 17 pouces multibranches très jolies qui s'équipent ici de Metzeler Roadtech 01. Excellente monte, excellente gomme, beaucoup de grip, ça aussi je vous en reparlerai plus tard. Donc une montre qualitative
pour cette machine, c'est à noter. L'accès à cette NT1100 est facilité par une selle à 820 mm du sol, donc c'est plutôt bas, avec une machine relativement étroite. Vous voyez, pour moi j'ai les jambes fléchies, les pieds bien au sol avec 1,84 m. Donc franchement ça s'accorde à beaucoup de gabarits. La selle a été revue. On a une assise qui est plus large sur l'arrière. C'est assez sensible, c'est très confortable. Même de base, on a aussi une selle confort qui rehausse de 10 mm. Alors pour les plus grands, c'est un peu plus agréable encore. Parce que là, on se trouve un petit peu bas. C'est avec 10 mm de plus, c'est pas mal. J'aime beaucoup le biseau apporté à la selle passager. Et avec la selle confort, on n'a pas ça d'ailleurs. On a un petit peu un retour de la selle qui repousse le pilote. Et comme on n'a déjà pas énormément de recul, je trouve, sur cette machine, c'est vrai que la selle standard pour ça est presque mieux. Une position des jambes tout à fait naturelle, avec des repose-pieds qui devancent l'axe du corps. Donc quelque chose de très confortable. Des bras qui se posent naturellement sur un guidon assez large, avec hélas toujours les mêmes commodos à gauche. Beaucoup trop imposants, beaucoup trop chargés, avec des commandes, des palettes pour commander le DCT qui ne sont pas super accessibles. Pour monter les vitesses, ça va. Pour aller rechercher le moins, on est obligé de décaler le poignet, et ça c'est un peu dommage. On aurait bien aimé avoir une commande du DCT unique, plus-moins, juste à l'index, donc avec la commande de devant, en poussant et en appuyant, en tirant en fait sur le levier. Également, pas de rétroéclairage sur ces éléments, et c'est vu le nombre de boutons qu'il y a, c'est un peu dommage. Le tout va commander l'écran de 6,5 pouces, avec toujours une hiérarchie des informations et une ergonomie de navigation qui est un peu pénible. Une fois qu'on a acquis le principe et que ça devient sa moto, c'est un peu plus simple. On a une partie tactile qui permet de rentrer dans les différents modes, notamment le mode user et dans tous les réglages de cette machine, et de paramétrer donc les suspensions électroniques. Honda double toujours son écran TFT d'une partie LCD qui permet, quand on affiche par exemple la navigation, d'avoir encore des informations utiles comme le rapport engagé ou le tachymètre. Et ça, c'est plutôt bien vu, même si désormais ça devient un peu anachronique, on aimerait simplement une dalle juste un peu plus grande. L'ensemble montre tout de même un peu de finesse et de facilité à être paramétré. Honda sait d'ailleurs parfaitement qu'il y a du travail à faire sur le commodo et sur l'ergonomie de cet écran. Voilà pour la présentation. Maintenant, une routière, c'est fait pour tailler de la borne. C'est parti. Eh bien, bienvenue au guidon de cette nouvelle Honda NT1100 Electronic Suspension DCT. Alors en ville, en mode tout automatique, cette boîte prend vraiment tout son sens. On n'a pas à se préoccuper de rien. Et d'ailleurs, même si on est en mode manuel et que vous oubliez de redescendre les rapports, la boîte le fait pour vous. Donc c'est un vrai confort. Et puis surtout, la douceur de fonctionnement, le silence, ça claque quasiment pas, on entend vraiment quasiment rien. Alors là, on est sorti de la ville, mais j'aime bien le caractère débonnaire de cette mécanique, qui ne manque pas de personnalité, ça c'est vraiment agréable. Parce que tout en étant onctueux, ce moteur sait aussi se faire assez espiègle à l'envie. Si on commence un peu à monter dans les tours, c'est jamais sportif, mais c'est très convaincant pour doubler ou simplement se faire un peu plaisir. Bon, et puis la machine est hyper agile, c'est l'équilibre Honda, à peine on met une petite pression sur le guidon ou sur les repose-pieds et la machine pivote. On a un excellent agrément moteur, boîte, suspension et freinage en fait. On a une mécanique qui répond toujours présent, notamment grâce à un DCT désormais encore mieux calibré qu'avant, toujours très doux, très rapide. Et puis ce twin, ce bicylindre parallèle qui est très plaisant, notamment au-delà de 4500 tours. Il emmène vraiment très franchement la machine. Donc on n'atteint pas les 4500 tours, c'est quand même des accélérations plus douces. Et sur les intermédiaires, on dispose tout le temps d'une très bonne vigueur, voire d'un brin de sportivité dans les tours. Alors en mode S2, que j'utilise actuellement, ça permet d'être assez dynamique. Et puis il y a le toucher de route du train avant, que je trouve remarquable. Et avec les enveloppes Metzeler Roadtech 01 qui équipent cette machine, on dispose vraiment d'une grande confiance dans les évolutions. Voilà, même quand ça secoue, la machine ne se désunit pas. On a un excellent contrôle des décélérations au levier et à la pédale de frein qui permet vraiment d'asseoir la machine en courbe à volonté. La course est idéale sous la botte. Et on a également un transfert des masses très bien géré par cette suspension électronique. Peu de plongée, c'est tout petit peu sensible à l'attaque des freins sur les grosses décélérations, mais après c'est
vraiment bien géré en termes hydrauliques. Et l'amortisseur retient également la machine pour éviter que l'effet de bascule. Hop, ça glissouille de l'arrière, mais tout est sous contrôle du HSTC que j'ai réglé au minimum. Et quand le moteur part dans les tours, on a une bonne sensation mécanique avec un bicylindre qui a progressé en disponibilité encore, plus de couple avec une crête à 5500 tours qui est très nette et surtout une puissance disponible qui est un peu supérieure sur une plus large plage de régime. Voilà, la puissance maximale ne change pas, mais en revanche à tout régime on a un peu plus de puissance qu'avant. Ce truc que je regrette, c'est l'absence d'un freinage combiné avant-arrière, le CBS qu'avait Honda. Je vais rentrer de la seconde. Et maintenant, comme on a un IMU, donc une centrale inertielle, là, la machine ne rentre pas à un rapport trop fort sur l'embrayage anti-grip d'ailleurs. Donc il y a un léger glissement qui se fait et qui évite de mettre la machine en travers au freinage et avec une vitesse qui se rentre toute seule. Ça m'est déjà arrivé il y a quelques années sur une NC 750 sous la pluie et c'est pas très drôle. Je reste en mode D pour vous montrer un petit peu les limites, moi je trouve, à cette boîte. On n'est jamais parfaitement à son aise avec le choix des rapports. C'est bon, mais c'est pas parfait. Voilà. Donc en fait, je suis en mode semi-auto puisque j'interviens quand je veux sur cette boîte automatique. Et là, elle n'est pas rentrée la seconde et moi j'aurais bien aimé qu'elle rentre la seconde. Je suis en S2 et ça l'a pas fait. Et c'est ça qui m'agace. Pour ça que finalement, avoir un peu la main sans arrêt sur l'automatisme, c'est bien. Là où la boîte fonctionne le mieux, c'est en mode complètement automatique avec l'XADV ou le Forza par exemple, où il y a un mode route, sport et il n'y a pas plusieurs variantes. Et je trouve que là ça fonctionne très très bien. Enfin malgré tout l'ensemble est super convaincant. Plus encore d'ailleurs que sur l'Africa Twin, parce que la routière là comme ça, c'est quand même relativement adapté à tous ces choix. Si on adopte un rythme plus coulé, en fait, le mode S2 ça va. Mais si on veut vraiment commencer à rouler dynamique, voire sport, c'est plus compliqué. Hop, la seconde qui va maintenir le moteur à 4000 tours, 4005, hop là. Donc on réaccélère très fort. Et hop. Le bitume est abîmé, mais on s'en soucie pas beaucoup. La suspension absorbe ça très bien. Là de 5000 tours, ça pousse vraiment davantage, hein. On sent que ça s'excite. On rentre la seconde pour avoir un bon frein moteur. On conserve la seconde. On prend les freins. Allez. Hop, petite bande de terre, faut se méfier. Hop, ça frotte. La garde au sol n'est pas immense sur cette machine, hein. On vient vite frotter les repose-pieds. C'est vraiment une machine à deux visages. À la fois routière confortable, efficace pour les longues distances, mais aussi qui sait être un peu déluré si jamais on lui demande. Ouais, c'est toujours amusant d'avoir un petit côté fun avec cette routière qui paraît très sage. Un gros freinage, on rentre un rapport. Ah, vous voyez, j'ai pas trouvé la palette. Le Komodo est tellement gros que j'ai l'impression d'appuyer dessus, mais c'était pas ça. Bon, enfin globalement, cette machine est vraiment très convaincante dans cette évolution 2025. Avec en plus une meilleure protection et une plus grande efficacité à manier cette bulle. Et puis toujours cette grande disponibilité moteur. Vous voyez, j'ai passé la 4. On est à 40 km/h. On reprend sur un filet de gaz. Et je pense qu'on peut garder la 5 à 50. Voilà. C'est un peu juste, mais franchement, ça le fait. Sur un gros twin de 1100 cm3, il n'y a rien à dire. C'est plutôt disponible et toujours agréable en tout cas. Fluidité, donc, c'est vraiment le qualificatif que j'associe à cette NT 1100. Fluidité des évolutions, comme je vous l'ai dit, et de l'ensemble moteur, boîte, embrayage, suspension. Tout ça fonctionne vraiment de façon totalement cohérente, en harmonie. Et ça permet d'avoir des évolutions très efficaces, que ce soit en termes de confort ou en termes de précision quand on commence à hausser l'allure. Il suffit dans ces cas-là d'enclencher un mode sport, un mode S2, qui est le meilleur selon moi et selon d'ailleurs mes collègues depuis longtemps.
On a un DCT qui fonctionne toujours plus finement, notamment parce que la centrale inertielle permet d'affiner son travail. Quand on est sur l'angle, elle ne va pas rentrer un rapport en force. Elle va utiliser, quand on roule un peu fort, l'embrayage anti-dribble pour passer la vitesse plus tranquillement. On n'a pas de blocage de roue arrière, on n'a plus de blocage de roue arrière comme ça avait pu arriver sur d'autres modèles équipés du DCT, quand on roulait vraiment un peu sport. Les suspensions font un très bon travail, ça reste toujours confort, peut-être un petit peu souple, mais franchement, c'est de très bonnes alloys. Ça participe grandement à la qualité des évolutions, même sur route bosselée, même quand ça s'agite un peu sur l'angle, on est toujours en sécurité. Donc la sérénité aussi est un autre argument de cette moto. Enfin, c'est aussi la mécanique qui vient égayer cette routière. Certains pourraient la trouver un peu sobre, mais il suffit de tirer un petit peu dans le moteur et à partir de, on va dire 5000 tours, on a vraiment sur les intermédiaires, en 3 et en 4, beaucoup d'agréments mécaniques. Et en fait, c'est un moteur particulièrement disponible. C'est surtout ça qui fait la différence. Honda l'a retravaillé en ce sens. Et sur les intermédiaires, là, vraiment la plage disponible est vraiment large. Ça va même à partir de 4000 tours jusqu'à 8000, jusqu'à la zone rouge. On a un twin qui s'exprime pleinement, qui se montre assez joueur, qui n'est jamais à la peine. Et ça, c'est aussi intéressant de le noter. On dispose donc d'une routière qui est particulièrement agréable au quotidien, mais aussi en duo, avec une force moteur toujours disponible. Enfin, dernier avantage de cette nouveauté, elle n'évolue quasiment pas en tarif. La version de base avec suspension mécanique et boîte mécanique demande 14 749 €. Si vous voulez la boîte DCT, ce sera 15 749 €. Et boîte DCT et suspension, ce sera 16 749 €. On lui opposera la toute dernière Kawasaki Versys 1100 SE à 17 799 € et la Yamaha Tracer 9 GT à 14 999 €. La GT Plus demande 16 999 €, auquel il faudra sans doute rajouter 500 € pour obtenir la nouvelle boîte robotisée YAMT qui va équiper ce modèle très bientôt. Voilà pour la synthèse et la prise en main de cette moto. Je vous développe évidemment tout ça en ligne sur lerepaire-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!